je ne t'avais pas encore vu arriver. J'ai compris, on a tous compris que ça allait être enregistré, parfait. Et Pierre, ce que je te propose, c'est qu'après ton petit moment d'introduction où tu te présentes essentiellement et tu nous racontes comment t'es venue cette passion, ensuite, tu me redonnes, si tu veux bien, la parole juste pour les quelques consignes très pratico-pratiques qui vont permettre que ce webinaire se passe bien, se déroule bien. Et puis après, eh bien, ce sera à toi de jouer. Donc normalement, il sera juste 11h15 ou peut-être presque un peu avant et ce sera tant mieux. Bienvenue aussi à Janine qui est arrivée, à Bruno Lahuec, bienvenue Bruno de mon club APM, je suis trop fière. Valérie aussi, voilà. Donc moi je peux pas voir tout le monde d'un coup sur mon écran malheureusement, mais je souhaite la bienvenue à chacun. Donc Pierre, peut-être bien que souvent quand on a une passion d'adulte, on s'aperçoit qu'elle est née très tôt finalement, déclenchée par tel ou tel événement, telle ou telle attirance. Tu veux nous en dire quelques mots jusqu'à ton parcours d'aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Alors peut-être une petite note particulière à APM. Figurez-vous que j'ai été le premier inscrit dans un club APM à Bruxelles en 1993. J'étais président de l'APM Belgique, absolument. J'ai fait partie du conseil d'administration APM entre 1999 et 2001 à Paris. Et donc j'ai un lien profond avec l'APM. D'autant que j'ai créé à peu près une quinzaine d'entreprises, des petites, des moyennes, des grosses, et peut-être que ça va raviver, je dirais, le souvenir de certains. Vous avez sûrement entendu parler en 1997, la fermeture brutale de Renault Villevorde, de 3100 personnes arrivant devant les grilles de l'entreprise qui étaient fermées sans être averties. C'est moi qui ai repris cette usine un an et demi après, où j'ai recréé des centaines d'emplois en 32 mois. C'était le challenge pour recevoir l'usine gratuitement. Et c'était un moyen fantastique de vivre, entre autres, ce que vous allez découvrir. Pour les pandages, Alors, est-ce que Santiago pourrait fermer son micro parce qu'on participe? Ouais. Tu peux lui couper indirectement. Je vais tu peux lui couper. Excusez-moi. C'est pas couper les micros de tout le monde, sauf… Voilà, Florence va couper les micros de tout le monde de toute façon. Voilà. Pendant que Pierre continue de se présenter. Voilà, alors cette passion, d'où est-elle née? Alors, pas quand j'étais tout petit, mais quand je me suis fiancé en 18 ans, je me suis marié à 21 ans, j'ai 54 ans de mariage, j'ai 75 ans aujourd'hui, et je suis passionné en… Ah, attends, parce que Pierre, tu as coupé ton micro, on ne t'entend plus. Ou quelqu'un a coupé ton micro, je ne sais pas. Tu peux le remettre, Pierre, activer ton micro? Super, ça y est. Oui, tu es à nouveau parmi nous. Donc, 54 ans de mariage. Pour toi, c'est… t'exagères. Il y a quelqu'un qui m'a coupé. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, déjà, lors de mon mariage, on s'était dit, tiens, on va faire quelque chose de bien dans notre vie. Et ce qui m'intéresse, c'est l'humanité. L'humain, l'être humain. Et c'est pour ça que dans toutes mes entreprises, j'étais un peu aussi le DRH quelque part, parce que ça me passionnait de comprendre les comportements humains. Et c'est en 1990 que j'ai rencontré Jacques Fradin lors de ses conférences à Bruxelles, puisque je suis bruxellois et je parle de Bruxelles, et je sais qu'il y a une personne qui est à Bruxelles là aujourd'hui. Et en fait, ça a fait tilt en moi en me disant, tiens, il y a un lien entre la psychologie et entre les sciences molles et les sciences dures. Et ça m'a passionné. Et du coup, à partir de 1990, en tant qu'industriel, j'ai financé toute la recherche. Ça représente quand même à peu près 100 années de recherche en biologie, en neurosciences, en comportement humain. Et j'ai appliqué au fil des années toutes ces consignes, toutes ces connaissances dans les nombreuses entreprises que j'ai créées. Et ça a été pour moi un grand plaisir. Et donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai abandonné mes rôles de CEO pour me consacrer à dévoiler, à donner, à faire connaître ces recherches de façon très appliquée, parce que je ne suis pas un chercheur. Moi, ce qui m'intéresse à partir de la recherche appliquée, c'est d'en faire quelque chose, un produit concret pour les gens. Et c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez sortir avec des outils pour vous-même,
et que vous puissiez en tirer quelque chose pour vous. J'étais aussi expert APM jusqu'il y a 1 an de cela. J'ai arrêté. Aujourd'hui, je ne fais plus que des conférences. Je fais assez bien de conférences, d'animations et je travaille avec une vingtaine de personnes autour de moi qui sont des experts et qui font aussi bien du coaching, de l'accompagnement, de la formation en entreprise. Donc, ça, c'est mon univers aujourd'hui. Et je me fais vraiment un plaisir de travailler sur ce projet avec vous parce qu'on sait tous que le patron, eh bien, il y a la solitude de la direction, la solitude du patron. Et mieux se connaître soi, c'est vraiment un atout parce que lorsqu'on comprend les mécanismes qu'il y a derrière le cerveau, on peut en même temps mieux comprendre les autres. Et c'est ce que je vais aborder maintenant dans la présentation. Vous allez voir, je vais vous faire des exercices pour que vous puissiez déjà goûter à la chose et ensuite je vous donnerai un conseil de lire un livre particulièrement, mais on verra ça tout à l'heure. Super. Bien, merci beaucoup Pierre pour ces propos introductifs qui me permettent aussi de resituer d'ailleurs pour tous ceux qui nous ont rejoint ce webinaire dans son contexte, à savoir la communauté d'intelligence collective, la communauté d'intérêt, pardon, qui est née à l'APM autour de ce sujet qui est le cerveau, la conscience, les neurosciences, et que nous avons comme ça surnommé Synapse. Donc bienvenue à ce webinaire Synapse, et vous savez qu'il y en a un maintenant toujours à la même heure, même jour, dernier mardi du mois, de 11h à 12h30. Voilà, celui d'aujourd'hui est donc co-animé par moi, mais aussi Florence. On va former une équipe aujourd'hui parce que c'est elle qui a la manette d'un point de vue technique en particulier, puisque c'est elle qui a initié ce lien Zoom. On a quelques petites consignes à vous donner, puis Pierre Morquins, bien sûr, notre expert. Donc, les quelques consignes. Effectivement, il va y avoir des exercices. Vous verrez, par moment, vous aurez quelques minutes d'introspection. Par moment, vous aurez peut-être une mise en trio aléatoire pour pouvoir faire un exercice, là aussi, entre vous, avant d'en restituer quelque chose directement à Pierre et dans ce groupe. Quelques petites consignes du coup pour que tout ça marche bien. Vous avez aussi un chat évidemment disponible. Certains l'ont déjà là utilisé. C'est moi qui serai chargé, éventuellement avec Florence en tout cas, c'est moi qui serai chargé de récolter les éventuelles questions. Mais sachez qu'en fin d'intervention, il est prévu justement un quart d'heure de questions-réponses. Donc, soit ce sont des questions immédiates de compréhension et n'hésitez pas à les mettre dans le chat, ou des réponses d'ailleurs qu'on vous demande d'apporter, vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Mais si vous avez des questions qui peuvent attendre pour Pierre, des questions d'approfondissement, d'élargissement, on les garde pour la fin bien volontiers. Une autre consigne aussi peut-être d'affichage. Donc Florence, pour que vous puissiez voir Pierre puis ses slides en grand, à ce moment-là, vous choisissez d'épingler son affichage. Florence, un petit mot d'explication supplémentaire ? Oui, bon, je pense que tout le monde est à peu près à l'aise avec Zoom maintenant, mais en haut à droite de la vidéo de Pierre, enfin déjà tout en haut à droite de votre écran, vous avez un petit quadrillage marqué affichage. Vous pouvez choisir intervenant plutôt que galerie, ce qui vous permettra de voir la personne qui parle en gros plutôt que de voir tout le monde. Et ensuite, sur la vignette plus particulière de Pierre, vous pouvez choisir épingler, de telle sorte que quelle que soit la personne qui parle ou qui pose une question, ce sera toujours Pierre que vous aurez en plein écran. Et comme il a des petites démonstrations à nous faire, ce sera important à certains moments de l'avoir en plein écran. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Affichage intervenant et ensuite sur la vignette de Pierre, vous cliquez épingler. Voilà pour moi. Je te redonne la parole, Camille. Ok, merci. Et puis, dernière chose, pour que ce webinaire soit vraiment réussi pour vous, il faudrait simplement que vous vous assuriez évidemment d'être assez tranquille et sans trop d'interruptions là pendant 1 heure, 1h15. Et enfin, prenez à votre disposition une feuille blanche et un stylo ou un feutre. Voilà, de quoi écrire devant vous, à côté de vous. Ou votre téléphone. Je sais que certains sont en voiture. Bref, vous vous débrouillez, mais vous en tirerez grand bénéfice. Donc voilà, préparez de quoi noter 2-3 choses. Et puis ensuite, j'avais envie déjà de vous poser une première question à chacun qui permet de nous mobiliser. À votre avis, j'ai lu ça quelque part dans ta présentation, Pierre, combien de décisions, je ne sais pas, il me dit un truc là, combien de décisions journalières notre cerveau prend-il, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou pas? À votre avis, vous diriez quoi comme chiffre?
Voilà, alors soit vous pouvez y répondre dans le chat, soit vous y répondez pour vous-même dans votre tête. On va se laisser quelques secondes. Qui dit plus, qui dit moins? Beaucoup. Merci Florence. 4000. Ah, c'est pas loin, mais pas encore assez. Trop, je suis d'accord. Ouh là là, 50 000, c'est vraiment beaucoup. Des milliers, oui, on est d'accord. Voilà. Alors Pierre, combien de décisions tu dis, toi, journalières? Alors, on prend, ce sont des études américaines qui ont été faites là-dessus, entre 5 et 6 000 décisions face à des situations. Hein, j'entends bien, face à des situations. Très Voilà. bien. Eh bien, écoutez, avec ça, donc Pierre, merci de nous enseigner aujourd'hui, du coup, comment faire au mieux et comment prendre les bonnes, si tant est qu'il y ait des bonnes et des mauvaises décisions. C'est encore une autre question. Mais tu as l'habitude de dire quand même qu'il y a des bonnes décisions, en tout cas, des façons, enfin, des choses dont on tient compte ou pas et qui nous font prendre, du coup, les bonnes décisions ou pas. Alors, je te laisse œuvrer. Et si tu as le Voilà. moindre besoin technique, de soutien ou autre, tu nous tiens au courant avec Florence. À toi de C'est jouer. parfait. Alors, là, premier, attendez un petit instant. Partage d'écran, voilà. Là, je vois, c'est pas ça du tout. Partage d'écran. Je cherche, ah oui, voilà, partage d'écran, et je vais le rechercher. Où est-il passé? Ben, il a disparu, je vais un petit peu. Ah oui, c'est parce que j'ai fait une manip tout à l'heure. Tu peux même nous laisser en silence pendant ce temps, tu sais, on intègre, comme ça, toi, tu prends ton temps, tu l'air de rien, tu vois, ça passe inaperçu. Alors, ce qui est peut-être intéressant pour tout le monde, c'est de savoir que je vais là, voilà. Est-ce que vous voyez maintenant quelque chose ou pas? Vous voyez mon écran ou pas? Non, on voit toujours ton visage. D'accord. Alors, Florence, alors, à ton avis, Florence, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider voilà. Pierre? Je pense que tout à l'heure, ça fonctionnait. Donc, tout à l'heure, ça fonctionnait. C'est que Pierre a dû refermer son PowerPoint. Oui, mais je viens de réouvrir. Est-ce que vous voyez? Non, il faut que tu refasses écran partagé. Voilà. Il faut que tu actives le partage d'écran maintenant. Attends, un instant. Alors là, voilà. Le partage d'écran, où est-il de celui-là? Il est de ce côté-là. Je m'excuse pour tout le monde. Alors, on a fait les petits tests tout à l'heure, ça marchait du premier coup, il n'y a pas de raison. Oui, ça marchait du premier coup. On va très bien y arriver. Attends un instant. Partage d'écran. Alors, de toute façon, tout ce que je vais vous montrer, tout le monde pourra l'avoir. Hein. Je vais envoyer ce slide. On a tout. Voilà. Il faut que tu l'affiches en diaporama et ce sera parfait. Voilà. Parfait. OK, donc ça c'est un peu l'écosystème dans lequel je suis. Il y a l'Institut de recherche, l'IME, il y a l'Institut de neurocognitivisme que je dirige en France et en Belgique avec une académie, des conseils de l'innovation, et je m'occupe tout à fait à droite avec 2 associations belges et françaises aussi de former des dizaines de milliers d'enseignants à ces connaissances pour le bonheur de nos petites têtes blondes. Voilà, je vais vous donc parler de l'approche neurocognitive et comportementale. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avant de parler du cerveau, vous avez déjà tous entendu parler du monde VUCA et j'ai envie de pointer 3 choses très importantes avant de parler du cerveau. La complexité, on en est tous conscients que elle se multiplie exponentiellement, mais on ne s'en rend pas compte à quelle vitesse. Il faut savoir que les connaissances mondiales se multiplient aujourd'hui par 2 tous les 7 ans. Donc, il faut imaginer la vie de nos petits-enfants, parce que 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16 fois plus de connaissances dans 28 ans. C'est demain. Donc, nous allons vivre un moment de transformation colossale auquel notre cerveau doit pouvoir s'adapter et il en a les capacités. Deuxième élément important à côté de la complexité pour gérer nos entreprises, c'est que plus le monde est complexe, plus on devient multi-incompétent. Et donc, la notion d'interdépendance joue de plus en plus. On doit pouvoir de plus en plus travailler en intelligence collective, en bottom-up, faire découvrir les choses à partir de la base, découvrir, s'intéresser, être curieux. Et donc, tout ça va amener l'homme à devoir mieux se connaître dans ses capacités, dans ses limites, mais aussi dans ses capacités intellectuelles et d'empathie et autres. Alors,
troisième élément qui vient encore complexifier le monde dans lequel nous vivons, c'est qu'aujourd'hui, et avec bonheur d'ailleurs, chacun a envie de plus en plus de s'individualiser, donc de donner du sens à sa vie, d'être heureux, de comprendre que lorsqu'on travaille, on fait quelque chose d'utile. Et on le voit avec les jeunes générations et nous-mêmes, le nombre de personnes qui, à 40 ans, 35 ans, 45 ans, changent de vie parce qu'ils veulent retrouver du sens. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des motivations intrinsèques, dont je vais juste dire un tout petit mot, mais pas plus. Alors, on va directement aborder le sujet qui va permettre à chacun d'entre vous de mieux comprendre comment nous fonctionnons, comment vous fonctionnez. Vous avez là la coupe d'un cerveau, le côté bleu étant l'avant du cerveau. Et donc, c'est une coupe dans laquelle vous voyez 4 boules de couleur qui sont bien sûr simplement didactiques. Il faut savoir que ces fameuses 6000 décisions que nous prenons chaque jour sont prises à travers 4 gouvernances possibles. Donc, c'est comme si on avait 4 pilotes dans l'avion et en fonction des situations, c'est l'une ou l'autre qui va prendre des décisions. On va voir en 2 mots ce que représentent ces 4 décisions. Alors, la plus ancienne, en rouge, le fameux cerveau reptilien, c'est en fait l'hypothalamus. Il a 2 fonctions basiques, qui sont aussi bien chez le serpent, la tortue, la vache et le chien. C'est cette gouvernance qui nous permet en fait d'avoir l'instinct de vie et de survie. C'est naturel chez tout être vivant. Et l'instinct de survie, on va le voir tout à l'heure en profondeur, c'est ce besoin d'échapper à la mort lorsque un prédateur se trouve devant l'animal. Mais nous l'avons aussi lorsque on se trouve devant une situation très grave où on peut échapper en fuyant, soit en luttant, en se bagarrant, soit en se cachant, en s'inhibant. La gouvernance grégaire, qui est née avec les premiers mammifères, la boule orange, bon, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est là que se crée avec les mammifères la notion des rapports de force, mais chez l'humain, c'est la notion de confiance en soi et de méfiance en soi qui se développe entre autres dans les 10 premières années de la vie. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les 2 autres qui vont suivre. La fameuse gouvernance émotionnelle. On appelle ça aussi le limbique dans le mode bien sûr plus scientifique. Elle prend une grande partie du cerveau et c'est en fait le stockage de nos connaissances, de nos compétences, de nos savoirs, de nos savoir-faire. C'est tout le film de notre vécu, de nos émotions et de nos motivations personnelles. Et il y a 7 milliards d'habitants et 7 milliards de types de formations différentes, puisque chacun est différent, est unique au monde. La seule chose, c'est que ça va nous permettre de prendre énormément de décisions simples, efficaces, rapides. Je m'arrête au feu rouge, je démarre au feu vert, et dans nos connaissances et nos compétences, de prendre des décisions rapides et adaptées. La seule chose, c'est que dans cette même partie du cerveau, on va aussi stocker des fausses croyances, des biais cognitifs, des fausses connaissances, des irritants, des choses qui en fait ne nous plaisent pas et on va croire que c'est une réalité. On va faire de ces préjugés, de ces croyances, de ces rigidités, on va en faire une connaissance qui va devoir réagir à certains moments, il va provoquer des bugs. Mais on va voir ça tout à l'heure. La partie avant, le bleu, qui va se développer aussi biologiquement jusqu'à l'âge de 25 ans, grosso modo. C'est là que notre cerveau a sa totale dimension, 1,350 kg, alors que ce n'est que 350 quand on est bébé. C'est la gouvernance adaptative, c'est le néocortex préfrontal. C'est cette capacité fabuleuse que nous avons de penser out of the box, d'être créatif, d'anticiper, de créer, d'innover. C'est le cerveau de la spiritualité, alors que l'arrière est plutôt les croyances. Et on va voir en quoi ce monde-là va nous aider à nous adapter et à créer un monde meilleur, à nous de l'utiliser à bon escient. Et pour résumer tout ce que je viens de vous dire, on va parler d'un avant et d'un arrière du cerveau. On vous a beaucoup bassiné sur le cerveau droit, le cerveau gauche, etc. Ce n'est pas faux. Il y a en effet
deux hémisphères qui ont d'ailleurs 200 millions de connexions entre elles. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'arrière que nous partageons entre autres avec les animaux, avec les mammifères, on va appeler ça pour la simplicité le mode mental automatique, c'est un aspect créature, ce sont tous des programmes, des connaissances, des savoirs. C'est notre zone de confort. On va appeler ça pour la journée aujourd'hui l'intelligence acquise. Alors que l'avant du cerveau, c'est une zone d'exploration. C'est une zone par laquelle on apprend, on découvre, on est curieux, on a envie de savoir. C'est ce qui ouvre tous les horizons. Et lorsque nous apprenons quelque chose, d'ailleurs, ça commence par passer par l'avant et au fur et à mesure qu'on l'assimile, ça devient une connaissance acquise par après. Donc, on va appeler ça pour la journée aujourd'hui l'intelligence adaptative, cette fameuse zone d'exploration. Alors, est-ce qu'on utilise aussi tous les jours, bien sûr, mais on utilise beaucoup plus le mode automatique, forcément, dans ces milliers de décisions. Alors, on va commencer par un tout petit exercice et je vais vous demander de répondre simplement sur le chat. Je vais vous montrer cette image pendant 3 secondes et vous allez me dire, que diriez-vous spontanément à cet enfant qui a à peu près 6 ans, qui apprend à compter et qui vient chez vous avec 4 opérations mathématiques? Alors, je vous montre le slide pendant 3 secondes, et vous allez répondre par le chat. Qu'est-ce que vous lui diriez spontanément? Voilà. Alors, celle qui lit le chat peut peut-être donner les quelques réponses qu'on a reçues. Bien sûr, bravo, 3 bonnes réponses. C'est bien 3 sur 4. Voilà, ben, je vais déjà réagir. En effet, très souvent dans les assemblées, on me dit « Ah, il y a une erreur, il y a une erreur ». Et c'est normal Bravo, de voir… on a une réponse intéressante qui est « Bravo, tu as répondu à tout, 3 sur 4 ». Oui, d'accord. Mais donc, et ça, c'est la bonne réponse. Tu as 3 bonnes réponses parce que ça va éveiller l'enfant à être curieux, à améliorer. Le problème, c'est que souvent, spontanément, mais au bureau, la même chose avec nos employés et nos ouvriers, on leur dit « Ah, là, il y a une erreur, il y a une faute, etc. » Et en effet, le reptilien voit tout de suite les erreurs. Et heureusement d'ailleurs, puisque ne pas voir une erreur peut provoquer parfois la mort. Ce qui est important ici, et ce que je veux souligner, c'est que lorsqu'on dit « il y a une erreur », eh bien, on reste simplement dans notre mode automatique. Alors que lorsqu'on dit à l'enfant « il y a 3 bonnes réponses », on a déjà l'intérêt de faire grandir l'enfant. Et c'est la même chose dans nos réactions de managers, de patrons, etc. Il est important de montrer ce qui a été fait positif et de façon à ce que l'enfant va de lui-même faire grandir. Lorsque nous donnons des formations, par exemple dans les écoles, on dit aux professeurs « jetez tous les bics rouges à la poubelle, achetez des bics verts et vous soulignez tout ce qui est bon ». Eh bien, ça donne une toute autre dimension à l'apprentissage de l'enfant. Voilà, c'était seulement un tout petit exercice pour vous faire découvrir comment fonctionne l'avant et comment fonctionne l'arrière. Nous savons que devant 5 à 6 000 situations, notre cerveau il sert à interpréter la chose et donc pour interpréter la chose, il va se servir de l'arrière pour les choses simples et de l'avant pour les complexes. Et le slide qui va suivre est très important parce qu'il conditionne tout ce qui va suivre. Voilà. Comment fonctionne l'arrière du cerveau, cette fameuse intelligence acquise, qui gère parfaitement le connu, le maîtrisé? C'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai savoir mis à la disposition de chacun en fonction de ce qu'il a découvert. Et il faut savoir que cette intelligence est très, très rapide et donne tout de suite des solutions grâce à ces 6 dimensions. L'arrière du cerveau, il adore les routines et les habitudes. Et tant mieux, face à un feu rouge, il vaut mieux avoir une bonne routine. Dans les process de fabrication, il vaut mieux avoir des process, de savoir comment ça fonctionne. Il est du type très persévérant. Ça veut dire quoi? C'est comme ça et c'est pas autrement. Les process, les mélanges, comment on suit, on forme, on crée quelque chose, il y a des process, des façons de faire qui nous permettent d'être efficaces, rapides et faire de la qualité. Il est du type très simplificateur.
Vous savez, pour l'arrière du cerveau, c'est bon ou c'est mauvais, c'est noir ou c'est blanc, c'est rouge ou vert, c'est très dichotomique, l'arrière du cerveau. Il a des certitudes, ben oui, ça c'est l'ensemble de vos connaissances, de vos savoirs, et il se base sur l'expérience. L'empirisme va enrichir l'arrière de notre cerveau pour prendre des décisions de plus en plus rapidement. Et sixième élément, qui est beaucoup plus grégaire, c'est ce cerveau-là. En fait, il réagit aussi à l'image sociale, c'est-à-dire au regard des autres. Combien de décisions ne prenons-nous pas en fonction des regards des autres? Et on le voit avec la préadolescence. À un certain moment, les enfants, ils veulent les mêmes baskets que leurs copains, les mêmes habits. Pourquoi? Mais pour se faire adopter, pour pouvoir faire partie du clan. Et l'image sociale nous joue parfois des mauvais tours, mais il est évident que ça a aussi un intérêt, puisque l'image sociale, c'est aussi les conventions. On ne s'habille pas n'importe comment pour aller à un mariage, etc., etc. Donc, ce n'est ni positif ni négatif. C'est utile de comprendre que l'arrière de notre cerveau, il va prendre des décisions sur base de ces 6 dimensions. Donc, on se rend bien compte que ça nous aide énormément tous les jours, sauf lorsque nous nous trouvons devant un élément inconnu, devant quelque chose qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Et c'est là que le néocortex préfrontal rentre en jeu. La fameuse intelligence adaptative qui adore l'inconnu, qui adore le non maîtrisé, qui aime apprendre, découvrir, qui se pose des questions et qui est fait de 6 dimensions complètement à l'opposé du mode automatique et en même temps complémentaires. Il ne s'agit pas à ce stade-ci de dire l'un est bon et l'autre mauvais, soyez curieux devant un feu rouge, eh bien, je vous souhaite d'aller à l'hosto et ça peut être très dangereux. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre qui est bon, tout dépend des situations. L'intelligence adaptative, elle est faite uniquement pour vraiment aller en profondeur des choses et comprendre ce qu'on n'a pas encore maîtrisé. Alors, les 6 dimensions, la curiosité. Parlons-en parce que voilà bien la qualité avec laquelle nous naissons. Tout nourrisson, tout bébé, tout enfant a une curiosité incroyable, bien plus que nous. Il apprend et ses synapses, ses neurones se multiplient, sont en train de se connecter pour apprendre à apprendre. La curiosité d'un enfant, c'est d'apprendre. Ils sont tout le temps en train de vous dire pourquoi. Eh bien, c'est parce que c'est à partir de là qu'ils vont apprendre. Et c'est une première qualité que nous pouvons avoir, nous, face aux difficultés managériales ou autres, ou même en famille, lorsque nous nous trouvons devant des éléments qu'on ne possède pas vraiment ou qui parfois nous énervent. Commençons par être curieux. Tiens, posons des questions. Posons des questions pour mieux cerner la problématique plutôt que de rester sur ses biais cognitifs, sur ses croyances. Soyons ouverts, curieux. Deuxième élément de notre cortex préfrontal, c'est d'accepter. Alors, quand je dis accepter, c'est pas d'accepter bêtement, béatement tout ce qui se passe. Non, l'acceptation, c'est plutôt cette notion de souplesse. Il y a quelque chose qui m'énerve, il y a une situation qui ne me convient pas. Commençons par se dire, plutôt que de ne pas l'avoir, de l'éviter, de s'énerver, de se dire, OK, c'est une réalité. Je n'ai pas à fuir le problème, je vais l'avoir en face et je vais accepter que c'est comme ça. OK, la situation est telle. Qu'est-ce que je vais en faire? Et en un mot, la curiosité et l'acceptation va vous permettre d'ouvrir vos chakras, votre connaissance, votre ouverture sur le monde. Et ça va vous donner, c'est ça qui est essentiel, une grande sérénité. C'est dans la sérénité qu'on peut gérer la complexité. Lorsque cette posture est prise, je suis curieux, j'accepte, de façon naturelle, notre cerveau va commencer à nuancer les choses. C'est pas noir ou blanc. Tiens, derrière ce qui m'est dit là, qui me convient pas, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une idée intéressante? Y a-t-il pas quelque chose qui me remet en question, qui remet en question un process, une façon de faire
qui m'intéresse peut-être de revoir. Et ça, je vais nuancer. Et le cerveau va commencer à relativiser, c'est-à-dire prendre du recul sur les choses, plutôt que d'être le nez dans le guidon, mais se rendre compte que il y a une situation, mais il y a des éléments connexes, annexes, qui influencent tout ça. Et donc, je vais prendre du recul, je vais prendre de la hauteur. Et dans toutes mes conférences, dans tous mes séminaires, lorsque je parle de la relativité, je dis souvent à tout le monde et aux chefs d'entreprise, entre autres, lorsque vous devez prendre des décisions délicates, nouvelles, qui sont parfois complexes, surtout ne jamais être impulsif pour prendre une décision sur base du mode de l'intelligence acquise. Non. Ayez la simplicité de savoir dire, bien, ok, j'ai entendu les choses, je vais passer une nuit là-dessus, on va en reparler demain ou après-demain, parce que la nuit porte conseil. C'est une réalité. Pendant la nuit, votre néocortex continue à bosser. Il va chercher les éléments de la veille, il va les reconstituer. Et chacun de vous, vous vous êtes déjà souvent levé le matin avec la solution au problème de la veille. Pourquoi? Parce que c'est le rôle de votre cortex préfrontal. Et pour cela, il faut être serein. Il faut savoir prendre du recul. Et lorsque on a été curieux et accepté, donc c'est ce que j'appellerais l'input de l'information. Le traitement de l'information, c'est nuancer, relativiser. Et ensuite, il y a l'output. L'output, c'est la réflexion logique, l'intuition. Sentir qu'on est bien dans sa posture, qu'on sent les choses, qu'on est empathique avec soi-même. Et là, il y a une sérénité qui s'installe. Et l'opinion qu'on va prendre, la décision qu'on va prendre, elle sera assumée. Elle pourra être prise de façon naturelle et on va se sentir bien. Même si on n'a pas encore toutes les données, au moins on est bien plus performant que si on reste dans l'intelligence acquise et on en reste bloqué là. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on prend des décisions à partir de son cortex préfrontal, on n'a pas fait appel, bien sûr, à toutes nos connaissances acquises. Il se peut très bien que face à une situation, on maîtrise 90% de la solution avec l'intelligence acquise. Mais pour les 10% qui restent, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle cette fameuse bascule. On la fait tous les jours, des centaines de fois, et il y a des fois, on ne le fait pas. Et ça, je vais vous le montrer, qu'est-ce que ça entraîne. Admettons, je vous en ai parlé tout à l'heure, le monde est de plus en plus complexe. Alors, il y a un élément un peu complexe avec de la nouveauté. Si à ce moment-là, vous restez avec, et si on reste avec cette certitude de ce qu'on connaît, on reste simplement avec l'intelligence acquise, eh bien, le cerveau, cette clé USB arrière qui n'a pas les éléments pour répondre à cette partie de la complexité, puisque ça ne fait pas partie de sa clé USB, il va commencer à tourner en rond, il va s'affoler. L'arrière s'affole, et on le voit d'ailleurs en IRM, hein, lorsqu'on passe des gens en IRM, et le cerveau arrière s'affole, et c'est là que le stress s'installe. Et ça, c'est une découverte très importante à comprendre qu'on va développer petit à petit. Donc, lorsque nous stressons, c'est que c'est l'arrière du cerveau qui, en fait, est en train de chercher une solution à quelque chose qu'il n'a pas intégré. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, face à la complexité, eh bien, il est utile de passer dans la curiosité. Et face à la complexité, lorsqu'on est curieux, tiens, d'où ça vient, pourquoi, comment, etc., le cerveau s'apaise. Et c'est là qu'il y a une forme de sérénité qui s'installe en nous. Donc, il en est exactement de même face au monde volatile. Ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui par rapport à l'ambiguïté. Est-ce que c'est comme ça, pas comme ça? Face à l'incertitude, avec le Covid, par exemple, on a vécu ça. Hein. Il y a des gens qui étaient très stressés parce qu'ils aiment avoir des certitudes sur les choses. Alors que le Covid, chaque jour, on en apprenait des nouvelles, on analysait ce qui était dans le passé, qui n'était pas bon. Voilà, il y a cette forme d'incertitude. Et si on reste dans notre mode d'intelligence acquise, on reste bloqué sur nos certitudes, eh bien le stress s'installe en nous de façon durable à ce moment-là.
Et c'est là qu'on doit faire une bascule, passer de l'autre côté. Et c'est un exercice que nous allons faire très bientôt. Et donc, ça va nous permettre, au contraire, d'élargir nos pensées, d'avoir des décisions plus adaptées et d'avoir des actions qui sont en résonance avec la nouvelle situation. Alors, quels sont les avantages de ça? Juste avant l'exercice que je vais vous demander, vous aurez du papier et du crayon devant vous. Quels sont les bénéfices précisément d'apprendre à faire cette fameuse bascule? Oui, parce que vous pouvez la faire tous les jours. Alors, on va donner des exercices, mais lorsque vous faites un peu de méditation, lorsque vous faites des arts martiaux, lorsque vous faites un peu de sport, lorsque vous faites de la respiration, peu importe, il y a de façon un peu automatique cette ouverture du cortex préfrontal. Et ici, voilà les 6 dimensions du cortex préfrontal: développer sa curiosité, accepter la réalité des choses, intégrer d'autres points de vue, etc. Ça va permettre d'augmenter votre lucidité. On est plus lucide, on est beaucoup plus créatif, on s'adapte, on a de l'intuition. Les relations humaines deviennent beaucoup plus authentiques, vraies. On va poser des questions ouvrantes, c'est-à-dire des questions qui vont permettre à l'autre aussi de basculer, parce que vous avez à basculer en premier, mais il y a des moyens de faire basculer l'autre. C'est ce qu'on va voir dans l'exercice. Donc, on va passer un exercice et je vais donc à chacun vous demander de prendre un papier, un crayon, et je vais vous demander la chose suivante. Vous allez chacun écrire, mais en 3 mots, en 4 mots, une situation assez régulière qui régulièrement vous énerve. Un truc qui vous énerve régulièrement. Ça peut être l'obligation d'aller manger chez votre belle-mère le dimanche. Ça peut être un collaborateur qui vous transmet des dossiers qui sont jamais ficelés. Ça peut être le désordre de votre fille ou de votre fils dans sa chambre. Peu importe. Prenez une situation qui régulièrement vous énerve. Ou alors... Qu'est-ce qu'on fait à manger à midi? Oh là là. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, par exemple? Non, mais voilà, que chacun le fasse pour lui. Yes. Voilà. Et donc, je vais prendre juste un exemple. Mon fils, il n'est jamais prêt pour partir à l'école. Et là, ça m'énerve, quoi. Tous les jours, il faut que je gueule dans les escaliers pour que Vincent descende. Et la deuxième question que je vais vous poser, donc vous allez poser une situation, vous allez trouver l'émotion qu'il y a là derrière. Ça peut être de la peur, de l'angoisse, de la démotivation. Et la dernière question, et là, on n'y pense jamais, c'est quoi la racine, l'irritant qui provoque cette émotion? Quelle est l'étincelle qui engendre ma colère ou mon énervement, par exemple? Donc, je vais d'abord vous donner un exemple et puis je vais vous laisser travailler un petit peu. Donc, mon fils n'est jamais prêt pour partir à l'école, ça m'énerve. Et en fait, si je cherche mon irritant, si je cherche la racine ou l'ingrédient ou l'étincelle qu'il y a derrière, au fond, c'est parce qu'il est lent. Vous savez, Vincent, lui, il prend 20 minutes pour s'habiller. Il change de vêtements, il choisit ses chaussettes, et puis il change ses baskets, et puis il lui faut 5 minutes pour se coiffer. Et pour moi, un garçon, ça s'habille en 3 minutes, quoi. Ça, c'est ma perception des choses. Donc, il est lent. Et ça m'énerve, quoi. Et voilà. Mais ça peut aussi, mon fils n'est jamais prêt pour partir à l'école, mais en fait, ça m'angoisse, quoi. Il est 7h30, il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore mangé, le gamin. On va arriver en retard à l'école, c'est pas possible, c'est irrespectueux. Et donc, j'angoisse. La situation est la même, mais vous voyez que mon émotion est très différente. Et c'est pourquoi? Parce que derrière ça, il y a chez moi l'irrespect d'arriver en retard. Ça n'est pas acceptable dans ma tête et c'est ça qui provoque ma peur. Comme je pourrais très bien laisser tomber les bras et dire « voilà, il est comme ça, c'est démotivant au possible, on ne le changera pas ce gamin, c'est un irresponsable, il ne trouvera jamais un job plus tard. » Voilà. Donc, vous voyez qu'une situation peut provoquer des émotions différentes. Et donc, maintenant, je vous laisse pendant 30 secondes pour nommer une situation, l'émotion qu'il y a derrière, et je voudrais que vous trouviez des mots qui correspondent à l'irritant. Et je vais vous donner une petite liste, vous pouvez aller puiser là-dedans.
si vous voulez, mais il y en a bien d'autres. Hein. Donc, vous faites ça pendant 30 secondes, vous cherchez ça, et puis je vais vous poser une autre question encore plus pertinente. Donc, situation, émotion, aversion, l'irritant qu'il y a derrière, qu'on ne nomme jamais d'ailleurs, hein, qu'on oublie toujours. On s'arrête toujours aux émotions, mais encore. On les croit utiles. Non, les émotions sont utiles quand on trouve la racine qu'il y a derrière. OK, vous avez tous votre cas et maintenant, je vous pose une dernière question. Et là, je vous donne 2 minutes parce que… Alors, une petite pause, Pierre. On entend quelque chose là qui vient de quelqu'un qui n'a peut-être pas coupé son micro. Donc, on entend du bruit ambiant. Manuel. C'est entendu entre vous et eux ou… Manuel, tu dis? Je ne vois pas tout le monde, du coup, je n'arrive pas à… Bon, sinon, vous coupez les micros de tout le monde et je réallume le mien. C'est Florence qui peut le faire. C'est Florence qui peut le faire. Je crois. D'accord. Bon. C'est bon, c'est fait, j'ai coupé le micro. Merci, Florence. Merci. OK. Alors, maintenant, vous avez fait votre travail, situation, émotion, l'aversion qu'il y a derrière. Et maintenant, je vais vous poser la question délicate. Et vous allez prendre 1 minute et demie, 2 minutes. Je vais vous demander de trouver à cette situation que vous allez nommer 5 avantages qu'elle pourrait vous procurer. 5 avantages à ce qui vous énerve, à ce qui vous agace. Alors, je donne un exemple, voilà, mon fils, il est excessivement lent, ça m'énerve, mais en fait, il est toujours très coquet parce qu'il s'habille parfaitement. Il mange lentement, c'est très bon pour sa digestion. En fait, c'est un créatif, il rêve, il prend le temps, il approfondit les choses. Voyez-vous? Donc maintenant, fixez-vous sur votre situation, changez de vision. Qu'en penserait un migrant au milieu de la Méditerranée de votre situation? Qu'est-ce que vous allez penser de cela dans 10 ans? Qu'en penserait Nelson Mandela? Essayez de vous sortir de vous, d'avoir un autre regard sur cette situation et notez 2, 3, 4, 5 avantages. Je vous laisse travailler. C'est un exercice très important que vous allez découvrir pourquoi, comment tout à l'heure. OK. Allez, encore 20 secondes. Essayez d'en trouver un maximum. Voilà. Soyez dans la tête de quelqu'un d'autre. OK. Alors maintenant, je vais vous poser la question et vous allez répondre par chat. Et je vais demander à la personne qui lit les chats de résumer, disons, en 30 secondes l'ensemble de… Voilà. Et la question est la suivante. Voilà. Repensez à la situation, simplement. Voilà, vous vous remettez dedans. Comment vous vous sentez maintenant, vos réactions? Voilà. Et on va me lire le chat et je vais répondre après. Voilà, comment vous vous sentez? Je m'en fiche maintenant, plus serein, je me sens mieux, j'ai le choix. Plus calme. Apaisée. Apaisée. Confiante. Donc, il y a une question de sérénité, il y a une question déjà de liberté aussi, d'être plus libre finalement de sa réaction et de son choix. Il y a une question d'acceptation, puisque mieux accepter, vision positive, jeu positive. Et puis, voilà, on va s'arrêter là. OK, on va s'arrêter là. Et merci pour vos réponses. Donc, vous vous rendez compte que simplement par un petit exercice… Je ne suis pas encore convaincue. Nous avons aussi, pardon Pierre… Non, mais je vais y arriver.
je vais y arriver. Et donc, pour ceux qui ont, voilà, qui ont pris du recul, de la sérénité, donc simplement se mettre faire une bascule mentale permet d'être serein. Alors, il y en a d'autres qui disent, ça m'énerve encore plus, j'ai pas la solution, etc. Et en effet, la question n'est pas du tout pour trouver la solution. Les solutions viennent toujours après l'attitude. Donc, ce n'est pas un exercice pour trouver une solution, c'est un exercice pour simplement retrouver de la sérénité. Les solutions viennent X minutes après, 1 jour après, 2 jours après. Peu importe, ce qui est important, c'est que lorsqu'on se trouve devant une situation qui nous énerve, simplement de se poser la question, tiens, je vais trouver un avantage, un seul. Ça vous calme déjà, ça vous permet de vous apaiser. Mais ne cherchez pas la solution. Hein. Nous, on est tous des chefs d'entreprise, on est toujours sur les solutions, les résultats. Non, avant d'avoir des résultats, il y a un process. Et ce process est mental. Changer de regard. Et donc, c'est ainsi qu'on va découvrir de la sérénité et que les solutions vont venir après. Et c'est ce que je vais vous montrer dans une dizaine de minutes. Voilà, mais merci pour vos réponses. On continue. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer par ce petit exercice? C'est que lorsque nous stressons, ça veut dire qu'on reste bloqué à l'arrière et que cette fameuse zone de confort devient très inconfortable parce qu'on tourne en rond sur des choses sur lesquelles on ne trouve pas de solution puisque ça ne fait pas partie de notre clé USB. Alors, un petit mot sur le stress quand même pour bien le comprendre parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais être très clair et très simple. Le stress a 2 fonctions essentielles. La première, c'est ce qu'on appelle le stress physiologique. Il est naturel dans toutes les créatures, l'animal et nous. Le stress physiologique est positif, c'est-à-dire qu'il sert à sauver sa peau. Lorsque vous traversez une avenue et que vous êtes distrait, qu'une voiture arrive à du 80 à l'heure et qu'elle est à 60 mètres de vous, c'est là que vous allez passer en fuite, c'est-à-dire prendre conscience de la chose. Le reptilien va dire « on s'en va, on court ». C'est la même chose pour les animaux, la fuite, la lutte ou l'inhibition. Donc, ce stress physiologique, il est naturel, ça nous arrive lorsqu'il y a des dangers pour notre physiologie. Par contre, nous stressons beaucoup plus souvent avec le fameux stress psychosocial et qui correspond, comme vous le voyez, la fuite à la gêne, l'anxiété, l'angoisse, la lutte à l'énervement, l'agacement, le découragement, c'est l'inhibition. Et les circuits neuronaux sont les mêmes. Donc, on passe en stress, mais le danger n'est plus du tout un danger physiologique. Le vrai danger, c'est quoi qui est là derrière, qui provoque le danger, c'est quoi? C'est nos croyances, c'est nos certitudes. Ce sont ces fameux irritants qui sont à la base même de ce blocage dans notre cerveau. Et on va voir comment on peut le détricoter. Ça va être l'exercice qu'on va faire tout à l'heure. Et donc, le danger, il vient de nous-mêmes, de nos fausses croyances, de nos biais cognitifs, de nos certitudes, voilà, de tout ce qui, en fait, embrouille notre cerveau parce que, voilà, et on n'en est pas vraiment coupable, hein, ça nous est arrivé par l'éducation, par le monde extérieur, par la culture, etc. Comment s'en séparer, comment devenir un homme serein, humain, avec toutes ses capacités. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc, je reviens là-dessus, c'est la même. Donc, lorsqu'on est en stress, cette fameuse zone de confort qui devient très inconfortable, on peut, voilà, c'est très important, on peut comprendre qu'en fait, lorsque nous stressons, c'est la situation qui va nous gérer. On n'est plus maître de la situation. Alors que lorsqu'on passe en mode préfrontal, on devient serein, et c'est là notre nouvelle zone de confort, car c'est nous qui allons gérer la situation. Et voilà en fait ce qu'il faut retenir. Lorsque nous stressons, c'est la situation qui nous gère. Lorsque nous sommes sereins, c'est nous qui gérons la situation. Et
C'est d'autant plus vrai pour les managers, les patrons. Vous avez peut-être remarqué, lorsque vous êtes 4, 5, 10, 15, lorsqu'un manager commence à être très stressé, tout le monde stresse, ou en tout cas, il met le stress sur les autres. Lorsque quelqu'un est serein, on peut aborder des situations parfois très complexes et même difficiles avec grande sérénité, plutôt que de paniquer, etc. Donc, il est très important de comprendre ces mécanismes pour devenir serein. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et comment débloquer ça en soi. Donc, je rappelle simplement la théorie de Beck, une vieille théorie, c'est que les émotions sont liées à nos pensées et c'est ce qui, en fait, entraîne nos comportements. Lorsque nous vivons des émotions de stress, mais en fait, le stress est un signal d'alarme. Le stress est un signal que notre corps nous donne à nous-mêmes pour nous dire « Hé là, tu te trompes de zone, tu ne fais pas la fameuse bascule ». Et donc, comment peut-on faire de notre stress un allié pour se transformer, pour s'améliorer, pour aborder les choses avec beaucoup plus de sérénité, avec une posture intelligente? Eh bien, c'est parce que derrière tout stress, il y a toujours une pensée. Les pensées, les émotions sont très liées et c'est ce qui engendre nos comportements. Donc, lorsqu'on a une émotion de stress, il faut aller chercher à la racine, ce que j'ai dit tout à l'heure, à nos étincelles, à nos ingrédients qui sont provoqués par des croyances, des certitudes, des rigidités, des antivaleurs qui provoquent notre stressabilité. Et je vais donner juste un exemple avant de faire un exercice. Ce que vous avez à retenir de tout ça. Le stress est un inhibiteur d'intelligence adaptative. Je vous le dis maintenant, on le sait, on le voit en IRM. Lorsque quelqu'un est en stress, sa zone du néocortex préfrontal est plate, elle ne réagit pas. Tout se passe à l'arrière. Donc, lorsque nous stressons, on n'est plus intelligent. À la limite, on est même con. On n'est pas intelligent parce qu'on ne sait pas s'adapter à la situation, parce qu'on est bloqué sur des croyances, des certitudes. Et donc, le stress dépend de 3 éléments. Le stresseur, qui est une cause externe, ça peut être un élément, ça peut être une personne, ça peut être une situation, peu importe. Ça, c'est le stresseur. OK. Et puis, à côté de ça, il y a la stressabilité. Ça nous appartient. Je prends un exemple. Si moi, je suis très stressable par rapport à la non-ponctualité et que j'organise une réunion et que les gens ne sont pas pile à l'heure, ça commence à m'énerver. Croyez-vous que je pourrais être serein pendant ma réunion? Mais non, parce que je vais m'énerver, j'attends que Jean-Louis arrive, et il n'arrive toujours pas, alors que les autres convives sont très calmes, ils parlent entre eux, etc. Et donc, moi, j'ai un stress énorme parce que Jean-Louis, qui est le stresseur, un stresseur de 50, par exemple, moi, j'ai une stressabilité de 100 par rapport à la non-ponctualité. Et moi, c'est 100 fois 50, ça fait, j'ai 5000 stress en moi. Alors que Marc, qui fait partie de mon équipe, il y a toujours Jean-Louis qui est le stresseur, mais lui, il n'est pas stressable par rapport au retard de l'autre. Et entre-temps, ils parlent de choses intéressantes entre eux. Mais moi, je perds mon temps à m'énerver. Et donc, lui, c'est 50 stresseurs fois 0 stressabilité. Il n'a pas de stress. Lui peut apporter des solutions. C'est lui qui va me dire chaque fois, mais Pierre, commence à l'heure, commence à 9 heures. Tant pis pour Jean-Louis. Si tu commences à 9 heures, peut-être que la fois prochaine, il viendra un peu plus tôt, et puis encore plus tôt, et un jour, il arrivera à l'heure. Mais respectons ce qu'on a dit. Et en fait, c'est Marc qui est intelligent, alors que moi, je m'énerve. Donc, c'est pour vous dire, et là, je vais résumer le tout avec une symbolique. L'arrière du cerveau, c'est notre contenu. Ce sont des compétences, c'est de l'intelligence acquise, ce sont vos connaissances. Et tant mieux si vous la développez. Ça va vous aider dans la vie, à prendre plein de décisions, à vous aider. Toutefois, l'avant du cerveau est capital et il faut le développer. Ça fait partie aujourd'hui de cette
je dirais, de cette mouvance très importante dès la petite enfance dans l'éducation à développer des métacompétences, de l'empathie, de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, de la nuance. C'est ce qu'on appellerait le contenant, c'est l'avant du cerveau. Parce que lorsque je suis dans la situation de tout à l'heure, Jean-Louis qui arrive en retard, voilà ce qui se passe. C'est que mon contenu, l'arrière de mon cerveau, qui n'accepte pas la non-ponctualité, il commence à s'énerver. J'ai des préjugés contre Jean-Louis. Je suis pas content, j'ai des croyances, il faut être là à temps, etc. Et à ce moment-là, j'écrase complètement l'avant de mon cerveau parce que c'est l'arrière qui prend toute sa place. Et j'ai envie de vous le montrer avec cette bouteille. Est-ce que vous pouvez me mettre en plein écran? Est-ce que chacun peut me mettre en plein écran? Est-ce que c'est possible? C'est bon, Voilà. j'ai arrêté ton partage d'écran, Pierre. Il faudra que tu le remettes tout à l'heure. D'accord. Donc Eh là, bien, normalement, voilà. tout le monde te voit en plein écran. D'accord. Alors, Pierre, juste admettez peut-être que… un petit repère de timing pour que tu saches. Non. Donc, si on garde un quart d'heure de questions-réponses, il te reste encore un quart d'heure, tu vois, pour avancer sur les sujets que tu voulais explorer. Puis ensuite, Non, on mais aura- 30 secondes et puis on fait l'exercice. Super, super. Ça, c'est la conclusion. Voilà un cerveau. L'arrière de votre cerveau, c'est du contenu, c'est des connaissances, des savoirs, et tant mieux. L'avant du cerveau, il faut savoir que le néocortex, il ne stocke rien. L'avant du cerveau, il sert à une chose, aller puiser à gauche et à droite dans les contenus des connaissances, des savoirs pour créer des solutions. Et lorsque je me trouve devant un fameux Jean-Louis qui arrive en retard, comme dans mon contenu, j'ai un irritant face à la non-ponctualité, je commence à stresser. Et là, je stresse. Je stresse de plus en plus. OK? Qu'est-ce qui se passe quand je stresse? C'est que tout mon cerveau arrière prend toute la place et je n'ai plus du tout d'intelligence adaptative. Je vais stresser, je vais m'énerver. Et voilà dans quelle situation je suis devenu totalement incompétent pour gérer la situation. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir quelques petits exercices, on en a 120, hein, avec notre institut, on en a créé une 120. Et donc, par exemple, de tout à l'heure, j'ouvre ça et je me dis, tiens, au fond, trouvons un avantage, 2 avantages, 3 avantages, et je retrouve ma sérénité. Et c'est là que par après, je peux trouver les bonnes solutions. Donc, voilà ce que j'ai voulu faire avec vous. Et maintenant, on va faire un exercice qui vous permet de déconstruire des croyances. Alors, je vais reprendre comment je dois faire. Je vais repartager, c'est ça? Je repartage mon écran. Voilà. Alors, oh là. Alors, je vais tout de suite là en bas. Attendez un petit instant. Ah ben, on le voit à l'écran, c'est ça, vous le voyez? Oui, tout bon pour nous. Attends. Vous voyez quoi? Le contenu ou bien vous voyez les volatilités? On voit volatilité là pour l'instant. Tu réavances. Eh bien, ça va, je vais le mettre, je vais aller chercher en bas. Voilà, on est là, voilà. Et maintenant, je vais reprendre le truc. Voilà. Voilà. Alors, je vais demander à chacun, parmi la liste là, j'en ai choisi que 2. Prenez soit l'inefficacité, soit l'irresponsabilité comme étant une aversion chez vous. Lorsque vous voyez de l'inefficacité ou de l'irresponsabilité, c'est un truc qui vous énerve. Alors, prenez un des 2 mots. Prenez un des 2 mots. OK. OK, chacun a pris le sien. Et ensuite, je vais vous demander sur votre feuille de papier que vous mettez en format italien, en format paysage, vous allez mettre au-dessus, par exemple, dans la valeur, l'efficacité ou bien ce qu'on a choisi là. Hein, donc, responsabilité. Efficacité ou responsabilité. Et de l'autre côté, vous mettez son contraire.
donc l'aversion. Et là, on va vous mettre par petits groupes de 3 très rapidement. Je vais vous demander ensemble, par 3 personnes, à trouver 2 avantages à votre valeur, 2 inconvénients à votre antivaleur. Je ne veux pas que ça prenne plus d'1 minute. Et ensuite, vous allez essayer de remplir les colonnes bleues, la 3 et la 4, avec un maximum d'inconvénients à la valeur et un maximum d'avantages à l'antivaleur. Ça vous oblige à faire des bascules. Je prends un exemple, la réussite, un avantage de la réussite, ça peut être je gagne beaucoup d'argent. L'inconvénient de la réussite, poussé à l'extrême, je deviens arrogant. Je crois que que tout ce que je vais faire va réussir. Je ne vois plus les détails, etc. Et l'échec, l'inconvénient de l'échec, c'est que je peux devenir très pauvre, mon image, et l'avantage, c'est me rendre plus humble, ceci et cela. Voilà, on va vous mettre par 3 et faites l'exercice. D'abord, 30 secondes pour faire 1 et 2, et ensuite 3 minutes pour faire tout ce qui est en bleu. Et ensuite, vous allez échanger entre vous de ce que vous allez en retirer pour revenir vers dans 10 minutes, quoi. Dans 10 minutes. Oui. On va même se donner juste 6 minutes, Florence, si tu es d'accord. Avant de revenir à la diapo précédente, comme le demande Pierre. Donc, l'avantage d'être 3, si j'ai bien compris, hein, Pierre, c'est qu'effectivement, on va pouvoir remplir les colonnes bleues d'autant plus facilement. On va pouvoir faire preuve de créativité les uns pour les autres, avec les autres, et puis ensuite échanger entre nous sur ce qu'on constate de cet exercice. On se donne, je pense, Florence, 5 minutes en tout, si tu veux bien. Et, ça marche. Voilà. Par contre, vu le nombre de participants, il y aura 2 groupes de 2, ou alors on fait des groupes de 4. Oui, mais c'est bien. C'est bien 2 groupes de 2, parfait. Oui, c'est bon aussi, c'est pas de problème. C'est parti, alors je lance les sous-groupes. 5 minutes, hein, on a dit. Merci. Allez. Et pour remplir tout ça, surtout les colonnes bleues, l'inconvénient de votre valeur, poussez la valeur à son extrême. Hein. Par exemple, la responsabilité poussée à l'extrême, ça rend les autres totalement irresponsables. Par exemple, etc., etc. Ok, donc pour l'instant, de ce que je vois, Florence, on n'est pas encore en salle. Il n'y a pas encore de messages qui apparaissent. Toi, Camille, tu n'en as pas. Ni toi, ni Pierre, vous n'êtes pas envoyés en D'accord. Par contre, les autres doivent avoir un message et ils peuvent rejoindre leur salle. Très bien. Donc, ne vous gênez pas. Hein. Michel, par exemple, à Clermont-Ferrand, tu confirmes que tu as eu un message pour te mettre en sous-groupe? Elle est déjà en sous-groupe, peut-être. Ok, c'est bon. Ça se fait petit à petit. Super. Peut-être tu peux, du coup, enlever ton partage d'écran. Sinon, remarque, c'est bien de le laisser encore. Non, parce que j'ai encore des choses à montrer. Oui, et puis, c'est bien que les autres puissent le regarder s'ils ont besoin. Ben oui, absolument. Pour moi, j'ai déjà des questions qui me viennent. Oui, c'est sûr. Florence, ça va pour toi? Très bien, mais je vois qu'il y en a 2 qui n'ont pas rejoint leur sous-groupe, donc ça veut dire que Michel, par exemple, elle doit se retrouver toute seule parce qu'elle devait être avec Mohamed qui n'est pas là, donc je vais la mettre ailleurs. Voilà, mais on peut faire l'exercice tout seul aussi. Oui, c'est pas un problème. Ouais, d'ailleurs, normalement, on fait ça tout seul. Voilà. Et si tu peux la faire rejoindre un autre groupe, c'est encore mieux. C'est ce que je fais. Du coup, moi, je vais le faire pour moi parce que. Oui, faites-le. Quand même, donc c'est bien, je travaille. Et MC, iPhone de MC. Donc, du coup, il y a Valérie aussi qui est toute seule. Donc, je vais la déplacer. Hop. En salle 8, du coup. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Alors, bonjour à tous, vous avez fait cette expérience. Alors, tout le monde n'est pas encore rentré, Pierre, je pense. Tout le monde n'est pas encore revenu. Chacun revient petit à petit
Et effectivement, Pierre va vous demander de réagir dans le chat maintenant. Vous pouvez commencer pour Voilà. ceux qui sont déjà revenus. Pierre, quelle est ta question? Alors, oui, ma question c'est, voilà, vous avez vécu cette petite expérience, parce que normalement ça prend plus de temps. Quelle est la leçon apprise? Voilà, qu'est-ce que vous en avez retiré? Vous pouvez le dire en 2 mots sur le chat de façon à centraliser les choses. Et après, je vais vous expliquer à quoi sert cet exercice que vous pouvez faire chez vous. On peut y arriver. Alors, je te lis les réactions ou tu les lis en même temps? Équilibre, ça ouvre le champ des possibles. Très dur de trouver les avantages d'une aversion. On se met le cerveau à l'envers. Je reprends. Hein. Il y a toujours un revers à la médaille. Ça permet un changement de perspective, plus rapide pour verbaliser, d'être avec d'autres, je suppose. Voilà, le dosage. Richesse des échanges, c'est plus facile du coup de passer en mode frontal, ça veut dire en mode avant, là, adaptatif. Ouais. Quand on insiste, ça finit par venir. C'est vrai. Ça ouvre à une autre vision du monde, dit Lionel. Super. Voilà. Alors, je vais peut-être maintenant commenter la chose. Alors, cet exercice... Plusieurs, c'est intéressant quand même ça, hein, comme conclusion. Donc, cet exercice, normalement, vous devez le faire tout seul et d'avoir d'abord repéré tous vos irritants. Hein. Lorsqu'on a repéré un irritant chez soi qui revient régulièrement, on fait l'exercice seul chez soi et on doit d'abord trouver 15 avantages à la valeur, puis 15 inconvénients à l'antivaleur et puis 15 inconvénients à la valeur et 15 avantages. Donc, 60 mots. Donc, ça va prendre normalement au début 50 minutes. Quand vous faites ça plusieurs fois sur des mots différents, on arrive à le faire après quelques semaines. On ne prend plus que 15 minutes, 20 minutes maximum pour remplir les 60 cases. Et je vais vous dire pourquoi et à quoi ça sert. Ça vous permet en fait de prendre tellement de recul sur les choses et c'est ce qu'on appelle un outil de déconstruction de croyances. Ce qui veut dire que, et je vais vous raconter mon expérience, moi j'avais comme valeur l'efficacité et l'inefficacité et il y a 29 ans j'ai fait cet exercice et donc je me suis rendu compte que voilà, j'avais complètement changé mes neurones. La neuroplasticité du cerveau va jouer là-dessus et vous allez petit à petit, rapidement, avoir des nouvelles connexions et enlever les anciennes. Et ça va vous permettre, face à des situations qui vous stressent, d'être beaucoup plus serein et de pouvoir les gérer. Parce que quand on stresse, c'est la situation qui vous gère. Quand on est serein, c'est nous qui gérons la situation. Donc, ce fameux pack aventure qui est utilisé par tous les coachs que nous formons, on forme des centaines de coachs, eh bien, ou des thérapeutes, ça va vous être utile. Donc, essayez de repérer, l'émotion qu'il y a derrière, ok, et derrière l'émotion, la fameuse racine d'irritant. Et quand on travaille sur les irritants, on transforme notre cerveau, et c'est ça la neuroplasticité qui permet d'être beaucoup plus serein devant des situations. Et au lieu de s'énerver, eh bien, on va être tout différent. Et ce changement va se perpétuer parce que vous avez changé vos neurones. Alors, juste avant vos questions, parce que voilà, c'est un peu de l'explication de la fameuse bascule préfrontale, je vais vous lire un petit poème qui résume un peu l'ensemble des choses et vous l'aurez dans le PDF. Ça s'appelle l'éveil à la vie. Ami, écoute en toi la richesse de ton moi, car si de nature tu n'es que créature, ta noblesse de cœur te rendra créateur. Ton être inachevé mérite ses destinées, arpentons le chemin pour devenir humain. Libéré des croyances, tu arrêtes ton errance et donnes aux émotions leur signification pour en faire un levier de grande sérénité. Donne à ton préfrontal cette tâche bien peu banale d'assumer ta croissance, d'élargir ta conscience et de nourrir l'envie de faire fleurir la vie. Voilà. Alors, le livre que je vous conseille de lire
c'est l'intelligence du stress qui n'existe plus aujourd'hui qu'en mode, comment est-ce qu'on appelle ça, en poche. C'est un livre fascinant, tout simple à lire, plein d'exemples avec des exercices qui vous expliquent la bascule frontale. Voilà ce que je voulais vous dire. Et avant de vous donner les questions, mais vous les aurez aussi, ce sont tous les accès différents sur nos différents sites où vous pouvez voir soit des conférences, soit des exemples. Et dans la chaîne Webikeo, là tout en bas, nous avons à peu près 45 webinaires gratuits sur tous les sujets que nous abordons. C'est des webinaires de 30 minutes exactement, qui vous donnent des aspects très, très différents et très riches sur les neurosciences et la biologie. Je suis à votre écoute. Voilà, alors effectivement, on touche bientôt à la fin de ce webinaire. Merci encore pour ce partage, Pierre, tout en beauté, là, de ton poème. J'en ai pris la photo. J'imagine que d'autres, vous avez pu le faire aussi. En tout cas, ça vous sera transmis par les slides. Vous seront transmis aussi, d'ailleurs, seront transmises les coordonnées de Pierre dans l'ensemble de ces slides. Pierre qui avait envie de poursuivre éventuellement les échanges avec ceux qui veulent après 12h30, mais c'est vrai que dans nos webinaires, on a l'habitude de dire on commence ensemble, on finit ensemble. Voilà, donc on finira à 12h30, mais évidemment, pour aller plus loin, vous pouvez ouvrir d'autres séquences d'échanges. Et d'ici 12h29 exactement, je me garde 1 minute pour la conclusion, eh bien, vous pouvez poser vos questions à Pierre, alors soit dans le chat, mais vous pouvez le faire aussi spontanément en rallumant votre micro, c'est permis. Et le premier qui déclenche sera le premier servi. C'est comme ça. Il nous reste quelques minutes. Alors moi, j'en ai une ou deux, au cas où ça ne viendrait pas spontanément, mais quand même, j'aime bien. Alors peut-être, Florence, peut-être il faut que tu permettes aux uns et aux autres de rallumer leur micro, c'est vrai. Je vois Janine qui essaye, peut-être qu'il n'y arrive pas. Normalement, chacun peut le rallumer, mais je vais rallumer tout le monde. Et puis... Non, elle n'essaye pas. Je me suis trompée. Okay. Parce que normalement, chacun peut rallumer son micro. J'ai pas de... Ok, très bien. Tout le monde peut rallumer. Alors, je veux bien intervenir. Ah, super Lionel, vas-y. Ouais, je veux bien ouvrir le bal pour remercier Pierre parce que c'était très instructif. C'était vraiment super, Pierre. Je crois que, bon, on verra les retours des uns et des autres, mais vraiment, c'était super parce que on entend beaucoup parler de neuroplasticité. Chacun sait que voilà, la plasticité du cerveau, comme tu l'as expliqué, voilà, c'est plastique, on peut la modifier. On entend parler de neurosciences. Mais là, et là, ça a été, tu as fait des choses très simples, mais très utiles. C'est-à-dire qu'on a un outil très concret pour pouvoir travailler sur quelque chose qui nous irrite. Et on a bien compris à quel point le stress était négatif et pouvait impacter le fonctionnement de notre cerveau. Et l'exemple que tu as donné à travers la bouteille était lumineux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé voilà, on peut être acteur de notre santé indirectement, de notre stress, avec des exercices qui sont très précis. Et là, tu démocratises des choses qui nous semblent ou qui pourraient être complexes quand on parle de neurosciences. Mais non, en fait, c'est tout simple. Et bravo à toi, c'était vraiment super. Dites-moi, monsieur Lionel Astier, initiateur de cette communauté d'intérêt, est-ce que vous avez une question pour notre expert? Ça, c'est comme je l'ai dit, c'était plus un témoignage qu'une question. Voilà. Mais je vais répondre parce que la question que je n'ai pas posée. Non, mais je vois la statue de la liberté derrière toi. Et donc, c'est vraiment se libérer du cerveau et être en capacité d'être. Et c'est bien, tu soulignes le fait que, bon, on a 120 exercices comme ça dans notre institut. Il y a beaucoup de livres sur les neurosciences qui expliquent beaucoup de choses, mais ils donnent rarement des outils. Et nous, on est dans le sens comment on fait pour, quoi. Voilà. Merci en tout cas pour ta réaction. Moi, j'ai une question. Réaction? Oui, j'ai une question pour Pierre. J'aimerais savoir combien de fois il faut faire le pack aventure avec donc nos racines irritantes pour que le cerveau commence à se modifier et être plus serein. Alors, le plus simple, c'est de commencer d'abord une fois pour un irritant. Et ensuite, si on voit que ça revient de plus en plus, tant que ça revient, tant qu'on s'énerve encore très fort sur la chose, il faut mieux le faire une deuxième fois. Mais le mieux, c'est de faire l'exercice sur des irritants différents.
sur des irritants différents. Une fois tous les 15 jours, par exemple, ou toutes les semaines. Alors, il faut savoir qu'on a fait cet exercice avec les pilotes de chasse de l'armée de l'air. On les a fait avec un groupe. Et après 7 séances en 9 semaines, ils avaient amélioré par rapport à l'autre groupe de 700% leur capacité d'adaptabilité. Ça ne s'est jamais vu dans le monde aussi fort que ça. Et chaque fois, ils faisaient cet exercice, entre autres, hein, parce qu'on en a plein d'autres. Merci beaucoup. Peut-être aussi, Pierre, est-ce que justement pour que les effets de ces exercices soient le plus durables et qu'on puisse mettre l'énergie après sur un autre irritant ou sur, tu vois, autre chose, tout simplement, cette plasticité, c'est peut-être dans est-ce que c'est aussi dans la racine? Tu disais tant qu'on n'a pas trouvé vraiment la racine. Et toi, tu situais la racine dans la pensée, dans les croyances. Mais la racine même d'une croyance, est-ce qu'elle peut être pas, elle est aussi pas originée par Oui. un vécu? Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi ce que nous avons vécu pour de vrai qui influence nos croyances. Alors, une racine peut en cacher une autre, comme on dit. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de repérer les émotions qu'on a, le stress, et puis essayer de trouver la racine. Et peu importe, même si ce n'est pas encore la bonne, on travaille dessus, et puis peut-être qu'une semaine après, une autre on va aller en apparaît. profondeur. Oui, c'est pas grave. Et c'est vrai que une aventure. C'est une aventure exploratoire, et du coup, à un moment donné, parfois, quand vraiment on a trouvé la racine, on s'aperçoit que ça y est, durablement, le cerveau a pu se remettre à l'endroit en quelque sorte face à telle situation, et il n'y a plus besoin de déconstruire, ça y est. Voilà, quand même. Mais il y en a d'autres qui apparaissent après, donc de toute façon, c'est jamais fini. Je n'oublie pas une question qui est apparue dans le chat, et peut-être ce sera la dernière, ça nous permet de boucler. Pierre, on me demandait comment est-ce qu'on va partager, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver ces exercices, justement, un recueil, tu vois, comment tu peux partager. Voilà, merci. Alors, on va remettre en plein écran peut-être, ou mettez-le en plein écran, Pierre. Donc, l'intelligence du stress, mieux vivre avec les neurosciences, de Jacques Fradin. Ça, pour toi, c'est le recueil d'exercices concrets qui ressemble à ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, il n'y a que 3 exercices là-dedans, mais il y a des exercices corporels qui ne sont pas dans le livre, naturellement. Oui. Et puis après, parfois, j'ai envie de dire, il suffit déjà d'en démarrer 1, 2, 3 exercices, et c'est toute une symbolique, enfin, c'est symbolique, mais c'est toute une dynamique qui se met en route. Oui, hein. oui. Du coup, celui que je vous ai donné est très puissant. Ça ruisselle, ça ruisselle. Bon, bah écoutez, je crois qu'il est 12h28. Bravo et merci Pierre, très riche. Alors attends, je prends. Merci Pierre de cette très belle prestation. Bravo, merci, très instructif, très riche, très utile. Peut-être mettre dans les commentaires le nom du livre. Très bien. Oui, je le fais. Tu le fais, merci Florence. Voilà, moi ça me permet du coup de conclure d'abord en remerciant Lionel encore une fois d'avoir initié à Bordeaux cette communauté d'intérêt, cette nouvelle communauté d'intérêt. Merci à toi Pierre d'avoir accepté d'être avec nous pour ce webinaire du dernier mardi, ce webinaire Synapse, et de mettre bénévolement ton temps et tes compétences à notre profit. Merci beaucoup. Merci aussi à Florence qui a initié, du coup, vous l'avez compris, l'invitation Zoom, si bien qu'elle était aux manettes de la technique. Mais Florence, elle est aussi aux manettes depuis tout peu de temps. Elle a été nommée coordinatrice de cette communauté d'intérêt. Donc, voilà, bravo Florence, puis merci de nous coordonner tous les synapses là, maintenant et dans les temps futurs. Prochaine édition, en effet, le 25 janvier. Merci Lionel de nous rappeler le prochain rendez-vous. Et puis en 2022, plein de choses qui nous attendent aussi dans cette communauté d'intérêt qui grandit. Il y aura d'autres dates, un peu comme la journée que nous avons vécue à Florac. Il y en aura d'autres à Lille, à Lyon, à Marseille. Et puis aussi des parcours apprenants qu'on est en train de vous concocter en marge du coup de cette communauté d'intérêt, enfin plutôt au cœur de ce sujet, et puis en plus de ce qui existe déjà. En effet, bonne fête à tous. Est-ce que... Pierre, Joyeux Noël. Joyeux Noël. Super. Voilà, bonne fête à tous. Merci beaucoup de votre attention et portez-vous bien. Voilà. Merci à toi Camille. Pour bon cerveau adaptatif à tous. Super, merci, bonne Florence. fête à tout le monde. Bonne fête. Oui. Au revoir à tous. On vous communique les éléments, bien sûr.